Vous affirmez par exemple que deux des pères fondateurs de l'Union européenne, Robert Schuman et Jean Monnet, étaient des agents de la CIA. Y a-t-il un historien ou un biographe qui affirme une chose au-delà de vous-même? Écoutez, moi je vous lis, je vous donne mes sources. Il y a eu des sources également, des documents confidentiels défense de l'administration américaine révélés par le Daily Telegraph du 19 septembre 2000. Tout ça est en ligne sur notre site internet. Et vous dites aussi que Boko Haram, Daesh, l'attentat contre le marathon de Boston, tout ça a été ourdi par les services de renseignement américains. Il faut rappeler que ces deux candidats, M. Asselineau et M. Cheminade, ont eu les 500 signatures. Ils les ont pas eu là-dessus. Non, peut-être pas. D'accord. C'est pas là-dessus qu'on les a vraiment jugés, on est d'accord. C'est difficile, hein, les complotistes, parce que le complot, en fait, je pense que les gens aiment bien l'idée qu'on puisse leur mentir à grande échelle. Ils aiment bien l'idée parce que je pense que la position de rebelle et de héros découvreurs de mensonges est une bonne position pour certaines personnes qui se sentent plus vivants comme ça. Mais quand on te dit on te ment là-dessus, tu as toujours une oreille tendue. Même si tu sais qu'il faut faire gaffe et que c'est compliqué parce que c'est très très séduisant. On nous a menti. Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages pour une vidéo hors série dans laquelle on va parler de complotisme. Ah, le complotisme, cette pratique qui vise à affirmer que tout événement qui survient est en fait le résultat de manœuvres de l'ombre organisées à dessein par une entité ou un groupe de gens puissants qui auraient un pouvoir sur nos vies insoupçonné par le commun des mortels. Le phénomène a toujours existé et sans doute il est aussi vieux que le monde, mais avec l'émergence d'Internet, il prend depuis quelques années l'allure d'une préoccupation de premier plan, avec notamment des campagnes de réinformation comme ontemanipule.fr ou encore le fameux décodex du journal Le Monde, destiné à réinformer un public égaré qui justement se croit déjà réinformé par des sites qui se disent eux-mêmes de réinformation contre la désinformation médiatique, alors qu'il s'agirait en fait de désinformation que les médias s'efforceraient de combattre. Décidément, j'ai même pas terminé le premier paragraphe de cette vidéo que c'est déjà le bordel. À l'évidence, une question est ici centrale. Qui a raison et qui a tort? Qu'il soit partisan de la thèse complotiste ou de sa réfutation, l'argument des deux parties est en fait le même. L'autre vous manipule, car il a des intérêts à le faire, et nous sommes là pour vous apporter la vérité. Il y a donc qu'un seul moyen pour faire le tri parmi ce sac de nœuds, c'est par la méthode, c'est-à-dire comment évaluer la qualité des arguments d'une affirmation ou de sa contradiction, pour déterminer qui a raison et qui a tort. C'est une question délicate parce que la réponse n'est pas toujours intuitive et qu'il y a de nombreux pièges à éviter. N'oublions pas que l'être humain est un animal évolué pour survivre dans la savane et que notre fonctionnement cognitif s'est développé de sorte à nous permettre d'anticiper des dangers cachés. Si je vois une touffe d'herbe bouger, puis une autre, puis encore une autre, tout à la suite et dans ma direction, mon cerveau de primate va immédiatement conclure qu'un prédateur me fonce dessus et que j'ai tout intérêt à foutre le camp là très vite si je veux pas terminer embuffé à volonté. C'est un mécanisme utile, sinon même indispensable, mais pour autant j'ai jamais vu de prédateur dans cette histoire. Tout ce que j'ai vu c'est de l'herbe qui bouge. Ma conclusion selon laquelle il y a un prédateur dans les buissons est anticipée. Aussi bien c'est un simple courant d'air ou un lapin adulte qui fait bouger de l'herbe et je suis parti en courant pour rien. Alors bien sûr dans cette situation j'ai eu raison de courir, parce que c'est plus prudent de courir pour rien que de rester sur place comme un con pour vérifier si j'ai raison. Seulement voilà, aujourd'hui nous ne sommes plus dans la savane, mais ces mécanismes cognitifs, eux, sont toujours là. Ce qui fait qu'on a une tendance naturelle à tirer de notre quotidien des conclusions anticipées qui sont très souvent erronées. On est en proie à tout un tas de biais cognitifs qui peuvent nous induire en erreur, et je vous invite en passant à vous informer sur les plus courants pour vous en prémunir. Parce que c'est important d'être conscient de ces mécanismes pour ne pas tomber dans leur piège, par exemple en vous faisant avoir par des techniques de neuromarketing qui jouent justement sur ces biais. Je vous recommande de suivre des chaînes orientées sur le sens critique comme Hygiène Mentale, La Tronche en Biais, Motorsport Gigantoraptor, Instant Sceptique ou encore Horizon Ghoul. Aucune d'entre elles n'a la prétention à détenir la vérité absolue, bien sûr, mais elles vous permettront de connaître beaucoup de sophismes et de biais cognitifs des plus courants pour vous en prémunir. Donc il y a bien des mécanismes cognitifs qui nous poussent à tirer des conclusions arbitrairement et à voir des liens de cause à effet là où il n'y a que des coïncidences. Mais pour autant, est-ce que tout est faux ? Est-ce que le seul fait de dire qu'il y a un complot doit être considéré comme une erreur logique, qui permettrait de réfuter la conclusion quels que soient les axiomes? Est-ce que, par exemple, l'affirmation que le 11 septembre a été organisé par des reptiliens infiltrés venus d'une planète cachée du système solaire est tout aussi absurde que l'affirmation selon laquelle les services secrets américains complotent pour organiser des attaques sous faux drapeau dans le but de justifier d'entrer en guerre avec un pays ou de voter des lois antidémocratiques? Pour les reptiliens, j'ai encore vu aucune preuve digne de ce nom qui me permette d'y croire, donc j'y crois pas tout simplement. Par contre, pour le faux drapeau, on a bien des raisons légitimes de penser que ça arrive, parce que c'est déjà arrivé. Un bon exemple en la matière, c'est l'accident de Tonkin, une attaque perpétrée dans le golfe de Tonkin en 1964 qui a été imputée à l'époque au gouvernement vietnamien. Cet événement avait été fortement médiatisé et avait prétexté l'adoption par le Sénat américain, à la quasi-unanimité, une résolution donnant les pleins pouvoirs au président Johnson pour déclarer la guerre.
pouvoir qu'il mit en œuvre presque aussitôt en engageant les États-Unis dans la guerre du Vietnam. En 2005, des documents déclassifiés de la NSA relayés entre autres par le New York Times révéleront que l'incident avait été en réalité instrumentalisé pour permettre une intervention militaire dans le conflit indo-chinois. On a appris notamment que le texte de résolution qui avait été rédigé par l'administration Johnson l'avait été plusieurs mois avant les faits. C'est donc bel et bien une manipulation orchestrée par des services secrets en vue de poursuivre un objectif géostratégique, un mensonge d'État responsable de près de 3 millions de morts. Comme le disait le cardinal de Richelieu, à supposer que la citation lui soit correctement attribuée, il y a pire folie que de voir des complots partout, c'est de n'en voir nulle part. Suspecter le gouvernement de manipuler les médias et de provoquer ou interpréter des événements en vue de prétexter une mesure impopulaire, comme une entrée en guerre ou le vote de lois liberticides par exemple, c'est quelque chose de légitime. Le fait que tout ne s'explique pas nécessairement par un complot ne doit surtout pas servir d'excuse pour qu'on interdise purement et simplement de soupçonner qu'il existe des complots. Autrement, on serait tenu d'accepter comme parole d'évangile tout ce que nous dit le gouvernement. Et historiquement, on a bien assez d'exemples qui démontrent que c'est une très mauvaise idée de le faire. Il est important de ne pas voir des complots partout et de se garder de tirer des conclusions précipitées, mais il faut pas non plus oublier que ces services secrets, ça existe réellement. Ces services font l'objet de dépenses massives, c'est pas pour rien, c'est précisément en vue de défendre secrètement certains intérêts d'État. Ils ne sont pas une fiction, mais une réalité bien connue qui serait peu prudent d'ignorer au prétexte de se préserver du complotisme. Ou, comme le dit François Asselineau lui-même, « À vous croire, un critère de sélection, pour être président de la République, il faudrait être un bonnet qui croit que la CIA, ça n'existe que dans les films. » Parce que oui, vous l'aurez compris au titre, dans cette vidéo, on va parler de François Asselineau et des nombreuses accusations de complotisme contre lui. En effet, à de nombreux égards, il dénonce bien un complot, c'est-à-dire une manœuvre secrète d'un groupe d'influence en vue de défendre un objectif stratégique. Seulement l'accuser de complotisme pour autant, c'est sous-entendre que ces complots qu'il dénonce seraient farfelus et absurdes, donc il ne faudrait y prêter aucune attention ni aucun crédit. Alors qui a raison? C'est ce qu'on va essayer de comprendre, et pour ça je vous propose de voir 5 preuves qu'Asselineau est complotiste, ou pas. Numéro 1, il dit que le FBI organise le terrorisme islamiste. C'est une affirmation largement reprise pour le discréditer. La chose est généralement présentée à la volée, on apprend parmi toute une liste de griefs qu'Asselineau s'est fait connaître sur internet grâce à ses conférences dans lesquelles il affirme notamment que le FBI organise en secret des attentats terroristes. C'est sûr que dit comme ça fait super conspi et ça donne bien envie de lui remettre son petit chapeau d'aluminium pour le protéger des rayons cosmiques reptiliens. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se dispenser de vérifier l'affirmation. Le travail d'un journaliste, c'est justement de ne pas colporter des ragots, mais d'aller vérifier et s'il s'avère erroné, en exposer la démonstration. Force est de constater qu'à chaque fois que cette accusation a été reprise dans les médias, aucun représentant de la belle profession de journaliste n'était dans les parages. Puisque si s'était donné la peine de vérifier, il se serait rendu compte que la source de François Asselineau, c'est un rapport on ne peut plus sérieux de l'ONG Human Rights Watch, rip l'accent anglais, qui dénonce le fait que le FBI a bel et bien incité activement des musulmans américains à s'engager dans l'islam radical et organiser des attentats, parfois en les payant, en les outillant et même en gérant d'un bout à l'autre toute la logistique et l'organisation. Excusez du peu. L'information a d'ailleurs été relayée par plusieurs blogs éminents de la complosphère, qui sont Le Monde, Le Figaro, BFM TV, L'Express, Le Nouvel Obs, France 24, Le Huffington Post, Le Point, France Info, Les Échos ou encore Paris Match parmi bien d'autres. Ça fait quand même un bon gros paquet de complotistes. On va plus trop savoir où s'informer à force. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi le FBI aurait fait ça, et évidemment c'est toute la question. Officiellement, il s'agit d'une stratégie de prévention. Le FBI détecterait des cibles susceptibles de se radicaliser, et plutôt que de laisser de véritables réseaux terroristes les endoctriner, ils interviendraient eux-mêmes pour le faire, de sorte à garder le contrôle et intervenir systématiquement au moment de l'attentat, car c'est seulement là que le suspect peut être arrêté et inculpé. Sans ça, le FBI n'aurait aucune visibilité et ne pourrait donc pas intervenir à temps. À choisir, ils auraient donc préféré cette stratégie qui serait la plus sûre. Mais l'excuse est très légère, c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, la stratégie n'est pas plus efficace qu'une autre, puisqu'à l'évidence, elle n'a même pas évité les attentats de Boston par exemple. C'est pas parce qu'il contrôle l'organisation de certains attentats qu'il les contrôle tous. Mais surtout, là où c'est particulièrement hypocrite, c'est que ce serait absurde de croire que parmi les multiples raisons qui ont pu motiver un tel projet, les enjeux politiques de contrôle de population seraient totalement exclus. Je crois pas une seconde que lorsqu'ils ont validé cette méthode, les responsables du programme n'ont pas eu en tête les opportunités politiques qu'elle permettait. On peut donc aussi en faire une lecture qui n'est finalement ni plus ni moins que la version chapeau d'alu du complot gouvernemental. Le FBI organise bel et bien de A à Z des attentats terroristes en recrutant des jeunes compaumés dans le but de faire croire que la menace terroriste est bien présente et contrôler le peuple par la peur. Dans la version soft, ça leur permet de dire que, par exemple, le FBI intervient à temps dans X% des attentats organisés sur le territoire, comme dans cet article qui... Ah, pardon, non, ça c'est un article qui dit que les services secrets américains sont intervenus pour déjouer un attentat contre Hitler en 1933. Désolé, je devais être distrait.
Non, je voulais dire comme dans cet article qui passe le message clair que la population est en danger car des terroristes organisent des attentats dans l'ombre. Mais heureusement que le gentil FBI est là pour intervenir à temps et protéger la population. Donc il est important de leur donner les moyens de bien faire leur travail quand même. Mais dans la version hard, on peut aussi aller plus loin, puisqu'il existe bien une implication du FBI dans l'organisation des attentats terroristes, justifiée par une stratégie de protection, et que cette implication doit bien entendu rester totalement secrète juste au moment de l'intervention, pour des raisons évidentes. Comment on peut être sûr que les attentats qui ne sont pas empêchés sont ceux qui échappent au contrôle du FBI? Qu'est-ce qui nous garantit par exemple qu'il ne s'agit pas d'un attentat organisé par le FBI dont ils auraient perdu le contrôle et auraient masqué leurs traces après pour éviter des emmerdes assez graves? Ou bien pire encore, qu'est-ce qui nous garantit qu'à l'occasion d'une élection ou d'un trouble politique quelconque, les agents en charge de ces missions ne soient pas tentés ou influencés à laisser l'attentat se produire en faisant mine de n'avoir aucune information sur son organisation? Bien entendu, j'espère que c'est pas le cas et que les gouvernements de ce qu'on appelle communément les démocraties occidentales sont davantage soucieux de protéger leur population que de protéger leurs intérêts géostratégiques ou politiques. Mais force est de constater que dès lors qu'il est avéré que le FBI organise bien des attentats de A à Z au prétexte de les éviter, alors il est parfaitement légitime de se poser des questions sur les attentats terroristes d'une manière générale. Car la charge de la preuve s'en retrouve inversée. La question n'est plus de prouver que les services secrets sont bien impliqués dans l'organisation du terrorisme, puisque c'est déjà démontré que c'est le cas. La question c'est maintenant, existe-t-il seulement un seul attentat terroriste dans lequel on peut être sûr que les services secrets n'ont aucune implication? Je sais bien que cette question est terrible, mais compte tenu de ce qu'on sait des agissements du FBI, c'est bien une question légitime à se poser, y compris au sujet des services de renseignement français qui pourraient aussi bien en faire de même. Asselineau ne fait pas de complotisme ici, il est tout simplement le seul candidat à mesurer la gravité de la situation. Ce qui devrait étonner, c'est pas qu'Asselineau affirme que le FBI organise le terrorisme, c'est que tous les autres n'en disent pas un mot alors que c'est une affirmation factuelle. Certes, on peut pas affirmer que tous les services secrets sont impliqués dans tous les attentats pour autant, mais c'est justement pas ce qu'Asselineau a affirmé, alors pourquoi c'est ce qui lui est reproché? Deuxièmement, d'après lui, les nouvelles régions françaises sont à la taille des États américains. Ça aussi c'est un argument qui revient souvent. Asselineau soutiendrait que la CIA agirait de sorte à ce que la taille des nouvelles régions de France correspondrait à celle des États américains. C'est en fait un sophisme de l'homme de paille, encore destiné à représenter Asselineau avec son chapeau d'aluminium. Ça consiste à détourner totalement ses propos pour le discréditer plus facilement. Asselineau n'a jamais dit que la CIA était à l'origine des réformes régionales. Il a dit que le projet européiste à l'origine de ces réformes cachait une volonté d'harmoniser les régions d'Europe sur un modèle qui n'est rien d'autre que celui des États fédérés américains. Certains m'ont fait remarquer que ça ressemblait à du concordisme, c'est-à-dire une pratique fallacieuse qui consiste à chercher des concordances entre des choses aléatoires pour démontrer une causalité là où il n'y en a pas. Par exemple, quand on va vous expliquer un lien secret entre le 11 septembre et l'assassinat de Kennedy en vous démontrant qu'il y a plein de chiffres qui coïncident un peu de partout, donc c'est la preuve qu'il y a un plan derrière tout ça. Je jette pas la pierre à ceux qui ont répondu ça, parce que c'est vrai que si on croit ce qu'en ont représenté les médias et qu'on maîtrise un minimum sa zététique, on a en effet toutes les raisons de conclure qu'Asselineau fait du concordisme quand il affirme qu'il y a un lien entre les nouvelles régions françaises et la taille des États américains. Seulement, il faut garder à l'esprit deux choses. La première, c'est qu'Asselineau n'utilise pas cette comparaison comme une preuve, contrairement à ce que laissent volontairement croire les médias. Il l'utilise comme un simple exemple dans le cadre d'une démonstration beaucoup plus large. La seconde, c'est qu'Asselineau est un fonctionnaire d'administration, vice-major de l'ENA, excusé du peu. C'est donc pas une surprise qu'il pense ici en termes d'administration. Sa comparaison ne peut pas être réduite à affirmer que les nouvelles régions font approximativement la taille de tel ou tel État américain, donc c'est la preuve que la CIA est à l'œuvre dans la réforme de région, CQFD. Ce qui dénonce, c'est qu'au travers de cette réforme, c'est un modèle administratif qui est transposé en Europe et que ce modèle administratif est à l'évidence celui des États-Unis d'Amérique qui en est l'inspiration. Une fédération d'États d'une certaine dimension, subordonnée à une administration fédérale très puissante. La similitude entre la taille des nouvelles régions et des États américains n'est pas une preuve de cette affirmation, elle est juste l'un des exemples à l'appui du fait que cette transposition du modèle est à l'œuvre. Ce qu'il prend pour preuve à proprement parler, ce serait plutôt le fait que les élites des nations européennes sont systématiquement repérées à l'avance par le programme de Young Leaders de la French American Foundation, qui met le grappin sur tous les jeunes prometteurs et leur offre gracieusement une formation et un réseau d'influence, de sorte à ce qu'ils soutiennent la logique administrative américaine, donc qu'ils appliquent dans leurs futures responsabilités une politique compatible avec les intérêts américains. Mais surtout, ce que dénonce Asselineau dans cette conférence, c'est pas le fait qu'on nous aurait imposé une réforme des régions juste pour avoir des régions d'une taille similaire à celle des Américains, on s'en fout de ça. Ce qui dénonce, c'est que cette réforme est un pas supplémentaire vers un projet bien plus vaste, celui d'une Europe fédérale composée de grandes régions d'une dimension similaire aux États américains, et dans laquelle l'échelon de l'État aurait disparu car il serait devenu obsolète. C'est quand même pas anodin, il s'agit ni plus ni moins de détruire l'État français, on est en train de se diriger pas à pas vers cet objectif,
sans que les Français soient informés et encore moins qu'on leur demande leur avis. Alors ok, vous allez me dire que c'est bien mignon tout ça, mais c'est encore du complotisme. Concrètement, Asselineau nous dit rien de plus que « Oh, regardez, les régions font la même taille que les États américains, et il existe un programme Young Leader. » Et nous, on devrait conclure qu'il y a bien un plan secret pour détruire la France et obtenir une Europe fédérale des régions. Eh ben non, je vous rassure, la raison pour laquelle vous pouvez croire que c'est bien celui-là qui est le projet final des réformes régionales, c'est pas que les grandes régions font à la louche la même taille que les États américains. C'est tout simplement que ce projet n'a absolument rien de secret. Il est curieusement peu médiatisé, mais il suffit d'écouter les partisans d'une Europe fédérale nous l'expliquer d'eux-mêmes pour voir que c'est bien ça l'objectif. Ulrike Guérot a sa propre vision de l'avenir de l'Europe. Elle imagine une république européenne constituée non pas d'États, mais de régions. L'Europe compte à peu près 500 millions d'habitants. On pourrait donc la découper en une cinquantaine de régions de 10 millions d'habitants chacune en moyenne. Selon certaines études, c'est la taille idéale d'une entité politique. Au sein d'une population d'environ 10 millions d'habitants, la plupart des citoyens seront à même de s'identifier à leur région et n'auront pas l'impression d'être gouvernés par Bruxelles. Vous avez bien entendu, il s'agit ni plus ni moins de se débarrasser des États et de penser une Europe des régions transfrontalières directement gouvernée par Bruxelles. On y apprend au passage que, selon certaines études, non sourcées, ce serait la taille idéale d'une entité politique. Ah bah ça alors, il y aurait donc une taille idéale des entités politiques? Dites-moi pas que ce serait pas justement la taille approximative des États américains. De là à conclure que ces fameuses certaines études qu'elle cite sans donner la source seraient en fait les publications de think tanks européistes américains comme Terra Nova, il y a décidément qu'un seul pas à franchir. Donc non, Asselineau ne fait pas de concordisme ou de complotisme sur cette question non plus. Sa comparaison de la taille des nouvelles régions aux États américains n'est pas citée comme preuve, mais bien comme exemple, et compte tenu du reste de ce qui présente dans cette même conférence, c'est un exemple tout à fait recevable et pertinent. Il s'agit bien d'harmoniser l'administration européenne au modèle américain. On serait là aussi en droit de se demander comment ça se fait que les médias s'efforcent à ce point de sortir cet exemple de son contexte pour discréditer Asselineau, comme pour hurler à l'oreille des électeurs qui ne doivent surtout pas voter Asselineau parce qu'il est cinglé. Plutôt que d'avoir une approche plus neutre, de refléter ses arguments et informer les électeurs de ce qu'il explique vraiment en le laissant se faire sa propre idée. Ouais, ce serait cool comme façon de présenter l'info. D'ailleurs, j'ai une idée. On aurait qu'à appeler ça le journalisme, vous en pensez quoi? Troisièmement, il affirme que le Dalai Lama est un agent de la CIA. Alors celui-là, c'est mon préféré. Je veux dire, c'est vrai quoi. Comment on peut ne pas rigoler face à l'affirmation que le Dalai Lama est un agent de la CIA? Là aussi, c'est l'argument idéal pour faire passer quelqu'un pour un schizophrène indigne d'intérêt et encore moins de la fonction présidentielle. Et ben vous savez qui d'autre ça fait pas rire? Les journalistes de Libération, Le Point, La Dépêche, Atlantico, le New York Times et l'Humanité parmi bien d'autres. Ah bah oui, c'est encore les mêmes, décidément, la complosphère est partout. Alors bon, vous pourriez me dire, qu'est-ce que putain de quoi? C'est vrai quoi, pour quelle raison la CIA financerait le Dalai Lama? Et bah tout simplement pour, devinez, c'est gagner, défendre des intérêts géostratégiques américains. Le Tibet, c'est une plaine d'Asie centrale, naturellement surélevée sur des plateaux qui surplombent une bonne partie du continent. D'un point de vue stratégique, c'est un avantage absolument majeur. Avec une base militaire bien placée sur ces plateaux tibétains, une armée sera en capacité d'envoyer des missiles de moyenne portée sur quasiment la totalité du continent. Une seule base américaine au Tibet leur assurait un contrôle sur quasiment toute l'Asie, je sais pas si vous réalisez. À ce tarif-là, la CIA ne risque pas d'avoir froid aux yeux pour financer un mouvement indépendantiste régional. C'est vrai quoi, le Tibet a été envahi par la Chine de manière barbare en 1950. Enfin bon, ça faisait déjà quelques siècles avant ça que la région oscillait entre forces népalaises, anglaises et chinoises avant que Mao mette définitivement la main dessus. Mais s'il veut être indépendant et avoir de bonnes relations avec les USA, bah c'est bien non? Il pourrait par exemple rejoindre l'OTAN, comme ça il serait bien protégé par une grosse base américaine avec des missiles continentaux. Du coup, quoi de mieux que de financer un leader religieux, le Dalai Lama, qui fait office de porte-parole du peuple tibétain. Vu comme ça peut paraître tout de suite beaucoup moins farfelu comme affirmation, surtout maintenant qu'elle est déclassifiée d'ailleurs. Là encore, les médias prennent un malin plaisir à citer cette affirmation comme une lubie fantaisiste d'Asselineau qui verrait la CIA partout. Mais c'est le travail de leurs propres confrères qui piétine en le faisant. Donc non, c'est pas du complotisme, c'est encore une fois une affirmation factuelle, et on pourrait se demander pourquoi autant de journalistes semblent vouloir en nier la réalité. Numéro 4, il soutient que la CIA aurait créé Daesh. Là encore, c'est un bel exemple du sophisme de l'homme de paille, qui consiste cette fois à prêter à Asselineau une explication monocausale. Tout serait selon lui la faute de la CIA. En réalité, Asselineau n'a jamais soutenu que la CIA à elle seule aurait créé Daesh. Il a souligné que le problème de Daesh, qu'on nous dit combattre actuellement, est le résultat d'une politique belliciste et dangereuse des États-Unis d'Amérique, à laquelle nous avons nous-mêmes contribué au travers de notre appartenance à l'OTAN. Il faut bien garder à l'esprit que Daesh n'est pas sorti de nulle part, c'est un groupe de combattants armés et organisés.
L'organisation, ça peut s'obtenir spontanément, mais les kalachnikovs et les explosifs, ça pousse pas au milieu du désert quand même. Ces groupes ont été soutenus et financés. Et par qui? Par les États-Unis et leurs alliés depuis leurs origines. C'est une information qui n'a d'ailleurs rien de très confidentiel. Hillary Clinton elle-même l'affirme. Al-Qaïda a bien été créé, financé, armé et formé par les États-Unis dans le but d'entraver l'Union soviétique lorsqu'elle a envahi l'Afghanistan. Je vous laisse écouter sa propre bouche. To be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How? Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan, and then we said, great, goodbye, leaving these trained people who were fanatical in Afghanistan and Pakistan, leaving them well armed, creating a mess, frankly, that at the time we didn't really recognize. We were just so happy to see the Soviet Union fall, and we thought, okay, fine, we're okay now. Everything's going to be so much better. Now you look back, the people we're fighting today, we were supporting in the fight against the Soviets. Elle est on ne peut plus claire. Les États-Unis ont directement financé et armé les Mujahideen, c'est-à-dire des combattants du djihad. Ils l'ont fait car ça leur a permis de faire reculer l'URSS en Afghanistan. Ensuite, ils sont partis en laissant dans la région ces milices radicales armées et formées, qui ont eu peu de mal à se trouver de nouveaux sponsors qui partageaient leur ambition, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar ou encore la Turquie. Pays avec lesquels les États-Unis, mais aussi l'Europe, commercent étroitement sans jamais poser la moindre question trop gênante. Rappelons aussi que les États-Unis sont allés mener des guerres en Irak, Iran, Libye et à présent en Syrie, au prétexte qu'il y avait là-bas des méchants et qu'il fallait que les gentils aillent les libérer de la dictature. Alors bien sûr que ces pays étaient sous dictature, et qu'une dictature, c'est pas très cool sous de nombreux aspects. Il s'agit pas d'inverser le raisonnement et de dire que c'était eux les gentils. Mais tout de même, c'était des dictatures laïques et politiquement stables. Au lieu de ça, on a à présent des États déstabilisés, qui sont des foyers de purulence djihadiste sous contrôle de Daesh, qui exploitent le pétrole de la région pour le revendre aux Émirats avec qui on commerce nous-mêmes. Vous trouvez vraiment que la démocratie s'en sort grandie là? C'est pas la CIA qui est en cause, c'est la stratégie géopolitique américaine dans son ensemble, et nous en sommes nous-mêmes complices au travers de l'OTAN. C'est extrêmement grave, c'est un sujet politique de premier ordre, et on ridiculise le seul candidat qui propose d'y mettre fin. C'est un jeu très dangereux et très trouble auquel on est en train de jouer en Syrie actuellement. Asselineau dénonce non pas le fait que ce serait la CIA qui serait derrière tout ça, mais qu'il faut d'urgence essayer de participer à ces manœuvres de déstabilisation du Moyen-Orient au travers de notre appartenance à l'OTAN. Ça aussi, on sera en droit d'apprécier que des journalistes en fassent le rapport, plutôt que de railler le fait qu'il soit le seul politicien à oser en parler. Cinquièmement, la CIA aurait créé l'Union Européenne. Hein, quoi, qu'est-ce que vous dites? Le magazine Historia attend sa dose de PLS à ce sujet? Ça va venir, vous inquiétez pas. Ça, c'est sans doute l'argument phare à l'encontre de François Asselineau. Il voudrait quitter l'Europe parce que dans sa fixation paranoïaque, il serait convaincu que c'est la CIA qui en tire les ficelles depuis le début. Encore une fois, c'est un argument de l'homme de paille. On fait passer la position d'Asselineau pour une loufoquerie simpliste sortie tout droit du blog d'un schizophrène de la complosphère. Mais si les journalistes qui relaient cette affirmation s'étaient donné la peine de la vérifier, notamment en allant voir le travail de leurs confrères, ils sauraient que cette affirmation n'a rien de fantaisiste et même que le propos reste assez modéré. Allez, je vais vous faire un cadeau et franchir le point Godwin spontanément. Comme ça, les rageux pourront se dispenser d'argumenter dans les commentaires. Ce projet d'Union Européenne actuelle, il sort tout droit des cartons du projet hitlérien d'Europe unie, le fameux Nouvel Ordre Européen, auquel Pétain s'était engagé à collaborer après la défaite de la France. Ne me croyez pas sur parole, écoutez-le plutôt de la bouche de Pétain lui-même. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive du Nouvel Ordre Européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Alors je sais bien qu'aujourd'hui parler de nouvel ordre ceci cela, ça résonne tout de suite complotiste, mais à l'époque c'était pas le cas, c'était synonyme de projet neuf et attrayant, d'un monde nouveau qui s'offrait à nous. C'est seulement par la suite, quand ce projet s'est révélé participer de ce qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme, qu'on a commencé à parler de mondialisation à la place de nouvel ordre mondial, et que les complotistes de tout poil se sont emparés du concept de nouvel ordre pour y ajouter quelques épices reptiliens Illuminati. Mais toujours est-il que c'est bien sous l'occupation du Troisième Reich que le projet d'Union Européenne moderne tire son origine. J'ai d'ailleurs toute une collection de propagande de l'époque, parce que ça me fait délirer de voir à quel point elle semble aujourd'hui anachronique. Sous l'occupation, c'était à ni plus ni moins qu'un projet d'Union Européenne que la France s'était engagée à collaborer, pas aux exterminations de masse, puisqu'à l'époque on avait au mieux qu'une vague suspicion qu'elle pouvait avoir lieu. C'était qu'une rumeur à ce moment-là, on en a confirmé l'existence seulement après la défaite de l'Allemagne nazie.
Une chose que présente Assino et que les médias omettent soigneusement de relayer, c'est qu'Hitler avait chargé un juriste de rédiger les termes juridiques d'une Europe unie sous domination nazie. Ce juriste, c'est un certain Walter Hallstein. Évidemment, l'histoire a fait que ça ne s'est pas passé comme prévu. L'Allemagne a perdu la guerre et le projet d'Europe hitlérienne est donc tombé à l'eau. Mais pas totalement. Parce que ce monsieur Hallstein, lui, a été capturé par les Américains et extradé aux États-Unis. C'était à l'époque de l'opération Paperclip qui a été rendue publique en 1973, qui avait pour objectif d'exfiltrer plus de 1500 intellectuels allemands de haut niveau pour mettre leur expertise à profit dans les intérêts américains, notamment dans le domaine de l'armement. Hallstein est resté captif 3 ans aux États-Unis avant d'être libéré, car n'étant qu'un juriste, il n'avait pas participé aux exterminations de masse et n'avait pas de sang sur les mains. Mais on suppose qu'il a pas mal discuté avec la CIA entre-temps, et vous allez voir pourquoi. À sa libération, il est rentré en Allemagne et a immédiatement retrouvé un poste de ministre des Affaires étrangères sous le nouveau chancelier Adenauer. Comme quoi, il y a des gens qui retombent curieusement vite sur leurs pieds. Et mieux encore, il a été chargé d'une mission qui va vous rappeler quelque chose, rédiger les termes juridiques d'une union économique européenne, hors du contexte du Troisième Reich cette fois-ci. Oui, on parle bien du même mec à qui on a confié la même mission aussitôt après la guerre, comme si le concernant rien n'avait changé. C'est donc ce qu'il a fait en rédigeant le fameux traité de Rome, le premier traité de l'Union européenne tel qu'on la connaît aujourd'hui, qu'il a ratifié de sa propre main en 1952 avant de devenir le premier président de la Commission européenne. Vous avez bien entendu, le premier président de la Commission européenne, c'est d'ailleurs le poste qu'occupe aujourd'hui Jean-Claude Juncker, était un ex-juriste nazi, précédemment mandaté par Hitler pour rédiger un traité d'Union européenne sous contrôle du Troisième Reich. Et tout ce que je vous résume là, c'est des faits historiques parfaitement bien documentés, vous aurez aucun mal à le vérifier. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais quel rapport avec la CIA? Sinon la suspicion un peu légère qu'il aurait pu discuter avec durant sa captivité aux États-Unis. Eh bien justement, il faut savoir que ce qui a mis fin à la présidence de Hallstein à la Commission européenne, c'est la fameuse crise de la chaise vide imposée par De Gaulle entre 1965 et 1966, en opposition au plan Hallstein qui visait à réformer l'Union européenne pour poser les bases d'une Europe fédérale. De Gaulle a fini par obtenir la démission de Hallstein, qui est alors devenu président du Mouvement européen, une institution qui a la particularité d'être suspectée d'être financée par des fonds américains, principalement la CIA, au travers de couvertures bien connues comme les fondations Ford et Rockefeller. Mais surtout une fondation qui comptait parmi ses membres les plus éminents, les fameux pères fondateurs de l'Union européenne, c'est-à-dire Paul-Henri Spaak, Robert Schuman ou encore Jean Monnet. Oui, les mêmes qu'Assino a cités comme agent de la CIA sur TF1 en présentant à l'appui de ses dires le magazine Historia. Historia qui s'est empressé de publier un démenti affirmant que non, Schuman et Monnet n'étaient pas des agents de la CIA, au prétexte que Monnet aurait en fait refusé l'argent proposé. Tiens donc, c'est-à-dire que la CIA a bel et bien offert de l'argent à Monnet et qu'ils étaient en relation étroite, non? Je vais répondre pour eux parce que c'est une information publiée notamment au Daily Telegraph du 19 septembre 2000, qui nous fait savoir que selon des documents déclassifiés par la CIA, ces pères fondateurs de l'Union européenne étaient reçus et traités comme des employés dans les locaux de la CIA. Que Monnet ait accepté ou non l'argent qui lui était proposé, ça fait aucune différence. Assino a parlé d'agents de la CIA, pas d'employés de la CIA. Si Monnet était prêt à faire le boulot bénévolement, bah ça le regarde. Il ne reste pas moins qu'il agissait sur demande de la CIA, et c'est ni plus ni moins ce qu'on appelle un agent. Dans la panique, Historia a même supprimé son article. Enfin pardon, l'article est devenu indisponible suite à un problème technique. Il était en ligne depuis 3 ans, et pouf, depuis hier, il y a eu un problème technique. Sérieusement, calmez-vous les mecs, à ce rythme-là, chez Historia, ils vont incendier leurs locaux en hurlant « On n'a jamais dit ça, c'est pas vrai, c'est pas des agents de la CIA !» C'est vrai, dire que la CIA a créé l'Union européenne à elle seule, ça reste un raccourci un peu grotesque, que justement François Asselineau ne fait pas, contrairement à certains journalistes. Mais c'est pour autant quelque chose de tout à fait avéré que ce projet d'Union européenne a toujours été compatible avec, sinon directement impulsé par, les intérêts américains. Alors même qu'on nous l'a vendu ici comme étant nécessaire à faire le poids face aux États-Unis et la Chine. Là encore, les éléments qu'il confirme ne manquent pas, et Asselineau prend soin de les exposer en sourçant méticuleusement ses conférences. Elles sont longues, c'est vrai, mais c'est parce qu'elles sont précises, et si vous voulez savoir ce que dit réellement Asselineau, alors allez voir et faites-vous votre propre idée. Et oui, Caroline, c'est pas toujours facile le métier de journaliste, des fois il faut même travailler et tout, plutôt que de balancer des trucs comme ça. François Asselineau, c'est une petite star de la complosphère, de la russosphère. C'est vraiment le candidat de la post-vérité, c'est-à-dire quelqu'un qui, un peu comme Jacques Cheminade, joue le rôle de voir des complots absolument partout. Alors Cheminade, c'était plutôt la reine d'Angleterre qui voyait à l'œuvre absolument partout, même quand elle n'y était pas. Lui, c'est plutôt la CIA, il conteste la version officielle du 11 septembre. Voilà donc mes 5 preuves qu'Asselineau est complotiste. Ou pas, je vous laisse en juger. En tout cas, j'espère au moins vous avoir convaincu d'une chose, c'est que lorsque ces pseudo-journalistes vous balancent gratuitement dans le JT qu'Asselineau est complotiste et qu'il ne faut pas l'écouter, c'est non pas Asselineau mais eux-mêmes, ainsi que toute leur profession, qui décrédibilisent.
Et j'espère que des journalistes dignes de ce nom vont finir par se réveiller et s'imposer dans le débat pour redonner quelques lettres d'or à leur profession en traitant la candidature de François Asselineau comme celle d'un candidat à la présidence de la République française et non pas comme celle d'un candidat fantaisiste venu perturber le débat avec des fantaisies. Et il y a un dernier complot avec lequel j'aimerais vous polluer l'esprit. C'est que ce projet d'Union européenne, dans mon opinion, il est moins l'œuvre du gouvernement américain et de ses intérêts géopolitiques que l'œuvre d'une petite oligarchie milliardaire qui exerce aujourd'hui le pouvoir politique au travers des lobbies. Parce que je considère que ce sont les lobbies bien plus que les élus qui dirigent la politique américaine, et à présent aussi européenne, justement au travers de Bruxelles, qui sert ni plus ni moins à leur permettre de réussir en Europe le même coup d'État qu'ils ont réussi à mettre en place aux États-Unis. Alors si vous vous demandez comment ça se fait qu'on n'en parle jamais dans les médias et que le seul candidat qu'ils dénoncent a été ouvertement censuré pendant 10 ans avant qu'il n'obtienne ses parrainages, pour finalement se faire ouvertement calomnier aujourd'hui qu'il les a. Eh bien si vous vous posez cette question, vous trouverez un excellent article dans Le Monde diplomatique, en lien dans la description, qui retrace qui se cache derrière chacun des grands médias influents de France. Et devinez qui on trouve au milieu de tout, une petite oligarchie de milliardaires, tous membres du top 500 des fortunes de l'année 2015. Oh, d'ailleurs, regardez, on y apprend entre autres que le magazine Historia appartient pour moitié à Claude Perdriel, 236e fortune de France, et accessoirement soutient Emmanuel Macron. C'est fou ça comme coïncidence. De là à soupçonner que leur démenti et la suppression de leur article ait fait l'objet de consignes de la direction, il n'y a qu'un pas. Et oui, parce que ces gens qui tiennent la majorité des médias, c'est les mêmes qui financent le lobbyisme à l'Union européenne. Sans Union européenne, ils perdent un pouvoir immense, celui de promouvoir leurs intérêts, souvent au détriment de ceux du peuple, dans 28 pays à la fois. Il y a un conflit d'intérêts évident et il ne faut pas vous attendre à un traitement équitable de l'information dans ces conditions-là. Comme disait Henri Poincaré, tout croire ou ne rien croire sont deux solutions également commodes qui l'une comme l'autre nous dispensent de réfléchir. Ne vous arrêtez pas au fait qu'on crie au complotisme pour réfuter une affirmation, et n'acceptez pas non plus tout cru n'importe quelle affirmation au prétexte que les médias mentent de toute façon. Simplement recherchez, comparez, réfléchissez, et assurez-vous surtout de ne rien vouloir croire. Parce que pour se faire une idée correcte du monde, il faut l'accepter pour ce qu'il est et non pas le tordre pour le faire correspondre à ce qu'on voudrait qu'il soit. Il n'y a pas à vouloir croire une chose ou non, il y a juste à vérifier si elle est vraie ou non et en accepter le résultat, même quand on préférait que les choses soient autrement. Parce que la réalité ne fera jamais l'effort de satisfaire nos désirs. Merci beaucoup de m'avoir écouté conspirer jusqu'à la fin, et si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager parce que, face aux médias de grande diffusion, je risque pas de faire le contrepoids tout seul. Surtout ne vous faites pas avoir par le discours promu dans les grands médias qui rêveraient de vous tenir la main dans l'isoloir, et intéressez-vous à ce que propose François Asselineau, parce que je peux vous garantir que ça en vaut la peine. Là-dessus, je vous dis à la prochaine comme d'habitude, en attendant prenez soin de vous, et surtout, restez sauvages. Cette vidéo est sous licence Creative Commons BYSA, ce qui veut dire que vous pouvez gratuitement et en toute légalité la republier ailleurs, avec ou sans modification, intégralement ou en partie, et y compris dans un but lucratif. Les seules conditions étant d'en citer clairement l'auteur et de la republier dans les mêmes conditions, c'est-à-dire sous licence Creative Commons BYSA. Par ailleurs, aucune de mes vidéos n'est monétisée, donc si vous aimez ce que je fais et que vous voulez m'aider à en vivre, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. Merci.